pénal international en dépit de son appel et se voit ainsi soumis à 14 ans de prison. Adoption d'enfants en République démocratique du Congo, une délégation des États-Unis est allée échanger ce mardi avec des membres du gouvernement congolais au sujet de cette adoption. La RDC promet d'améliorer ses textes en la matière. Et puis c'est une descente en masse que les étudiants de l'ISP Gombe ont effectué ce mardi au cabinet du ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, et pour cause, des hommes non autrement identifiés ont fait incursion la nuit dernière au sein de cette institution. Bienvenue à tous. C'était donc une descente mouvementée, il faudra le dire, au cabinet du ministre de la décentralisation et affaires coutumières ce mardi à la Gombe. Des hommes non autrement identifiés se sont introduits au sein de leur établissement, semant le trouble, et pour que pareille situation ne se reproduise pas, ils sont donc allés solliciter l'intervention du ministre de tutelle. Images et commentaires. Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Cet alma mater, en toute quiétude ce matin, avait pourtant connu une forte tension dans la nuit de lundi à mardi. Raison qui a poussé les étudiantes à frapper la porte du ministre de l'Intérieur pour qu'une solution urgente et définitive soit trouvée. Nous sommes venus dire au ministre ce qui s'est passé la nuit d'aujourd'hui. Nous lui avions expliqué et on a réussi, il nous a promis une solution immédiate. On est tout le temps dérangé et il y a eu victime aujourd'hui la nuit. Il nous a promis une solution immédiate. Cette réponse prompte du ministre a redonné le sourire aux étudiants. Juste après, c'est l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo qui a été aperçu au cabinet du ministre de l'Intérieur. Avec Richard Mouyej, plusieurs questions ont été abordées dans le récent rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi. Je souhaite aussi que les principes que nous partageons, que ce soit la RDC ou les pays partenaires comme la France, de respect des droits humains, de maintien de l'ordre républicain, etc., puissent être appliqués et que si jamais il y a eu des dérapages, ils puissent être dénoncés ou condamnés. La certitude est que la France va poursuivre sa coopération bilatérale avec la RDC dans tous les domaines, notamment sécuritaires. Je l'annonce à l'ouverture de ce journal, le leader de l'Union des patriotes congolais n'a pu être blanchi par la Cour pénale internationale en dépit de son appel et se voit ainsi soumis à 14 ans de prison pour enrôlement d'enfants entre 2002 et 2003, il faudrait le dire. Thomas Lubanga avait interjecté appel et la représentation de cette institution République démocratique du Congo a échangé à ce sujet ce mardi avec la presse. Il était question de donner de plus amples détails sur la question. La Chambre d'appel a rejeté les allégations de M. Thomas Lubanga prétendant que les procédures n'ont pas été équitables et a conclu que M. Lubanga n'a pas étayé plusieurs des moyens d'appel qu'il avait soulevés. La Chambre d'appel a établi qu'elle n'évaluera pas à nouveau les éléments de preuve concernant les erreurs en fait et qu'elle interviendrait uniquement si l'évaluation des faits par la Chambre de première instance n'avait pas été raisonnable. Par application de ce standard, la Chambre d'appel a donc rejeté entre autres les allégations d'erreur. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'actualité, une délégation des États-Unis d'Amérique est allée échanger ce jour avec quelques membres du gouvernement congolais au sujet de la procédure d'adoption d'enfants en République démocratique du Congo. La RDC, qui, je vous le rappelle, avait suspendu cette mesure après que plusieurs cas d'adoption avaient été enregistrés, des cas justement qui avaient outrepassé les procédures légales. Images et commentaires. Nous allons y revenir. Autre chose à présent, lutte contre le VIH-Sida. Les parlementaires francophones s'impliquent, il faudra le dire, davantage dans cet élan pour proposer un cadre d'échange sur la question des lois des droits humains afin également de combattre l'exclusion et garantir l'accès des personnes vivant avec le VIH-Sida à des services de base de soins. C'était au cours du deuxième forum des parlementaires organisé ici sur place à Kinshasa par le PNUD et l'ONU-Sida, dont l'objectif, bien évidemment, de consolider la stratégie parlementaire de la lutte contre ce fléau. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Bien que la République démocratique du Congo ait un taux de prévalence inférieur à celui des pays voisins, l'accessibilité au ARV reste par contre
Un casse-tête. Dans la stratégie pour réduire cet écart, l'on y retrouve une part importante des instruments juridiques. Les pays dont les lois responsabilisent les membres des groupes marginalisés, leur permettant d'accéder à l'information et aux interventions pour la prévention et le traitement, ont tendance à avoir des réponses plus efficaces contre le VIH. C'est l'un des objectifs de la tenue de ce deuxième forum national des parlementaires sur des lois, les droits humains et le VIH. Le législateur congolais est donc conscient de son rôle. Les parlementaires qui ont le rôle de contrôler le gouvernement doivent veiller à ce que le gouvernement puisse exécuter correctement le budget affecté à la lutte contre le VIH-Sida. L'autre barrière à la réduction de cet écart, la stigmatisation des PVV, d'où l'implication du secteur de la justice et des droits humains. Il y a une loi qui existe depuis 2008 qui doit être appliquée. Et cette loi-là prévoit des sanctions contre les personnes qui violent les droits des personnes vivant avec VIH par la stigmatisation et la discrimination. Donc ici, il faut que le ministère de la Justice fasse une sensibilisation, une grande sensibilisation auprès des acteurs judiciaires pour que non seulement ils puissent connaître cette loi-là, mais qu'ils puissent aussi aider les PVV à l'accès à la justice. Au-delà de tout, il faudra mettre la main dans la poche pour atteindre cet objectif. Pour une action allant de 2014 à 2017, il faudra débourser près de 3 milliards de dollars américains pour éviter 213 000 nouveaux cas d'infection au VIH et 257 000 nouveaux décès. Et puis, réunion spéciale de la Troïka ce mardi à la primature où le ministre des Pétantiques a été reçu par le chef du gouvernement. Il était question de discuter au sujet des télécommunications et les nouvelles technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo. Il était question de voir lors de cette réunion stratégique, la Troïka stratégique parlant des télécommunications, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comment on peut faire pour que les privés jouent son rôle et que l'État puisse effectivement jouer également son rôle et que les Congolais puissent mieux s'approprier de cette société de l'information, Facebook, WhatsApp, Viber et Twitter. Voilà. C'est de tout cela qu'il a été question. L'avènement du haut débit. Exactement, c'est ça, les Twitter. Aujourd'hui, on a la 3G à Kinshasa. Demain, on va avoir la 4G. Mais il faut se mettre en phase de sorte que l'économie congolaise puisse tirer le plus grand profit. Les plus grosses économies aujourd'hui dans le monde, c'est des économies asiatiques, qui sont basées sur les TIC. Et voilà, c'est un secteur absolument stratégique qui a son rôle à jouer aujourd'hui dans le budget, mais également dans le budget à venir. Aujourd'hui, c'est le deuxième secteur contributeur. Demain, il sera peut-être le premier secteur, mais pour ça, il faut que nous puissions nous mettre en phase avec les lois, avec le monde qui nous entoure. Et autre chose, sachez que ce mardi, la Direction générale des non-axis de la République démocratique du Congo et celle de l'Angola ont procédé à une signature de l'accord d'assistance mutuelle administrative entre ces deux juridictions. Question de faciliter, mais également de promouvoir l'explosion du développement en République démocratique du Congo. C'est sous l'impulsion de cet homme, Didas Pembe, député national et président du parti écologiste congolais PECO Les Verts, que cette rencontre est devenue une réalité. Pour Didas Pembe, les partis écologistes d'Afrique centrale doivent se mobiliser autour d'un idéal commun. D'où son idée de fédérer ces partis de la sous-région à l'instar de ceux d'autres zones d'Afrique. Didas Pembe organise alors le tout premier congrès de la FEVAC, Fédération des écologistes et verts d'Afrique centrale. Ont été invités
invité aux assises de Kinshasa du 27 au 29 novembre au Grand Hôtel les représentants du Tchad, du Gabon, du Congo-Brazzaville, ainsi que le président des Verts d'Afrique, le Rwandais, Franck Habineza. Ce congrès constitutif qui s'est déroulé sur fond d'intenses travaux a produit le statut définitif et le règlement intérieur de la Fédération des Verts d'Afrique centrale. C'est la toute première rencontre qui devait poser le socle juridique pour notre existence. Chose faite, nous sommes dotés aujourd'hui des statuts et d'un règlement intérieur. Et parmi le plan d'action de 2014-2015, nous avons inscrit 3 points qui seront financés, à savoir 3 formations en dehors de nos pays. En dehors de cet aspect, nous avons beaucoup de challenges, beaucoup de défis à relever dans le secteur environnemental, entre autres associer ou du moins demander à nos gouvernants, à l'exécutif de nos pays respectifs, d'inclure dans le programme de développement, dans le programme socio-culturel, la dimension environnementale. En plus, un bureau exécutif, organe dirigeant de la FEVAC, a été installé avec des membres désignés par consensus. Composition: Didas Pembe de la RDC occupe la présidence, Daigo Badono la vice-présidence, Amissou Yaro du Gabon le secrétariat général, Younous Hadzege du Congo-Brazzaville la trésorerie. Nous sommes allés un peu vite en besogne. Vous venez plutôt là de suivre l'organisation du 27 au 29 novembre dernier de la conférence des partis écologistes vers l'Afrique, vers d'Afrique centrale, qui s'est dotée d'un socle juridique en vue de se mobiliser autour d'un idéal commun. C'était au cours donc de cette conférence qu'est née également la Fédération des écologistes verts de l'Afrique centrale. Autre chose à présent, les conclusions du 5e congrès international de la femme africaine qui s'est tenu à Casablanca au Maroc du 12 au 17 novembre 2012 porte déjà ses fruits. Et on en veut pour preuve justement cette coopérative qui vient de voir le jour à Kinshasa, une initiative des membres de la plateforme Africa Femmes Performantes en faveur bien évidemment du bien-être de tous, œuvre des femmes africaines mais également celle de la diaspora. L'Afrique bouge et ce palme d'or revient aux femmes africaines et celle de la diaspora membre de la plateforme Africa Femmes Performantes, une coopérative pour la promotion des talents féminins. C'est une coopérative d'épargne, de crédit et d'investissement des femmes d'Afrique et de la diaspora. Pourquoi et d'investissement? Parce que nous voulons rentrer dans les projets, des projets agricoles par exemple, pour ne parler que ça, parce qu'il s'agit d'un secteur qui touche beaucoup la femme rurale, parce que beaucoup de femmes sont dans l'agriculture. Unir les forces pour couronner les initiatives féminines sous-entend aussi la responsabilité de changer le monde en y apportant le bien-être social, chose qui ne peut se réaliser que grâce aux ressources financières conséquentes. On a vu que l'Afrique est en train de bouger. Alors pour rendre concret cela, il faut avoir les moyens. Et parmi les moyens, il y a déjà les ressources humaines qui constituent cette femme. On a maintenant besoin de la logistique, la ressource financière. Et elles ont pensé que pour que la femme accède aux moyens financiers, pour son autonomisation, pour son développement, pour le développement de son pays, il faut une coopérative financière. Intéressées, les femmes congolaises font partie des adhérentes de premières heures, d'où l'implantation du siège à Kinshasa. Le Congo-Kinshasa a été choisi parce que les femmes congolaises sont les adhérentes de premières heures d'Africa Femmes Performantes. On se souvient toujours du 3e congrès international de la femme africaine. AFP pour l'autonomisation de la femme est arrivé aussi à développer une zone de libre-échange entre les différentes représentations et étendre la marque. Et puis c'est un partenariat privé-privé qui vient d'être signé entre Greenpeace et la Fondation pour la formation professionnelle en Afrique, un partenariat qui aboutit à l'inauguration le week-end dernier d'une centrale solaire à l'école professionnelle du bâtiment qui coïncide bien évidemment avec le 25e anniversaire de celle-ci. Greenpeace Afrique en partenariat avec la Fondation pour la formation professionnelle en Afrique et l'école professionnelle de bâtiment a inauguré une centrale solaire à l'occasion du 25e anniversaire de l'EPROBA. Les énergies renouvelables, dont les solaires, sont aujourd'hui une meilleure solution aux multiples problèmes d'énergie électrique que connaissent la plupart des pays d'Afrique. Et comme vous le savez, notre pays regorge
un grand potentiel solaire. C'est-à-dire nous avons les soleils pratiquement tout le long de l'année parce que nous n'avons pas d'hiver au vrai sens du mot. Ça signifie que lorsque nous avons une centrale photovoltaïque, nous pouvons ne plus avoir le problème de l'électricité. La puissance des panneaux solaires installés est de 2,4 kW, représentant la quasi-totalité des besoins journaliers de cette école. Occasion pour l'ambassadeur de Suisse en RDC, qui a accompagné cette inauguration, de saluer l'initiative. Je voudrais encore une fois féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé, parfois dans l'ombre, pour le brillant succès que constitue la réalisation de l'EPROBA. Et comme l'a dit tout à l'heure, au début, il a été dit tout à l'heure au début de cette cérémonie, on espère que ce jardin continuera d'être arrosé et produire des sources. Les bénéficiaires, anciens et actuels étudiants, n'ont pas été en reste. Au sein de l'EPROBA, d'avoir encore le système solaire, vraiment c'est un sentiment de la joie. Nous les encourageons, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement ici, d'aller encore de loin pour pouvoir aider aussi ceux qui viennent après nous. Greenpeace compte continuer sur cette lancée, question d'assurer une électrification durable au bénéfice des écoles de formation professionnelle. Et puis sachez que c'est le mois de décembre, mois de partage, et la société de télécommunications Vodacom se lance déjà dans ses différentes œuvres caritatives en faveur des plus démunis. Et pour donner le go de cette 11e édition dénommée Care and Share, cadres et agents de Vodacom ont reçu à ce sujet des orphelins. Et Vodacom recommande généralement apporter le sourire aux personnes vulnérables pendant les festivités de fin d'année, c'est l'objectif que se lance la Fondation Vodacom Congo. Comme chaque année, elle a procédé ce lundi au lancement de la 11e édition de ce mois de partage appelé Care and Share. Cette campagne qui s'étend sur tout le mois de décembre consiste en une série de visites des orphelinats en apportant des vivres et plusieurs autres dons de diverses natures aux nécessiteux. Pour cette année, une attention particulière a été portée à la province orientale. Cependant, cette année, nous avons mis également un accent particulier sur la province orientale, où en dehors des vivres que nous donnons aux orphelinats, nous avons souhaité réhabiliter également 2 centres médicaux à Kisangani, celui des enfants drépanocytaires encadré par l'ONG Gracia Foundation et le home de vieillards de la Tchambou. Nous ferons également don d'un équipement au centre de promotion de Kadongo. Des équipements adaptés pour ces ateliers de menuiserie, de coupe, couture et de la mécanique en vue d'améliorer la formation des enfants vulnérables. Pour le ministre des Affaires sociales, ce geste de la Fondation Vodacom Congo vient renforcer la solidarité vis-à-vis de personnes vulnérables. Tout ce qui touche à la lutte contre la pauvreté et à la vulnérabilité les touche énormément, et surtout si ce sont des actions contre le plus faible qui sont nos enfants et nos vieillards. Mon ministère ne s'occupe pas seulement du social, mais nous avons le devoir de prêcher pour la solidarité. Et je pense que le partage que vous faites au niveau de Vodacom est un exemple de solidarité vis-à-vis de nos compatriotes qui sont en détresse. Depuis son installation en RDC en 2002, Vodacom Congo, à travers sa fondation, a investi plus de 7 millions de dollars américains dans les œuvres sociales. Donc Vodacom a eu là encore Combattre toute forme de fraude et tout obstacle nuisible à l'explosion des activités commerciales et pouvant concourir au bien-être des populations congolaises. Tel est donc le but de cette signature d'un accord d'assistance mutuelle administrative entre la direction générale des douanes et accises de la RDC et celle des services douaniers angolaises. La douane est un maillon essentiel de l'activité commerciale. Un élément essentiel de l'activité commerciale. Elle en mesure le volume et en assure la sécurisation profitable au trésor public. Un tel rôle ne peut être bien joué que si elle a les moyens de sa politique
qui, dois-je le souligner, réside dans l'échange continuel d'informations entre administrations. Pour ma part, en tant que responsable d'administration des douanes congolaises, je voudrais vous rassurer, rien ne sera ménagé pour que l'application de cet accord ne souffre d'aucune faille. Je veillerai à ce que les données obtenues ou fournies par le biais de nos échanges donnent lieu à une exploitation judicieuse afin de rendre nos administrations performantes. Actualité en province à présent, nouveau carnage en territoire de Béni, nous sommes là dans le nord Kivu. Les effets se sont déroulés dans la nuit du lundi dernier vers 21h locale où des hommes armés ont abattu sauvagement 3 hommes en localité d'Eringeti, située à une 50aine de kilomètres du nord de Béni-Ville. Les sources militaires confirment le carnage et selon le colonel Célestin Ngeleka, porte-parole militaire des opérations Soukola 1, les FARDC se sont lancés à l'assaut des assaillants. Il est au micro de notre permanent dans la région, Erika Moussi. Effectivement, monsieur de la presse, hier aux environs de 21h30, le rebelle ougandais terroriste de Zadef Nalu a encore perpétré un carnage au niveau d'Eringeti. En ce qui concerne le bilan, il y a 3 morts et 3 blessés. Parmi les morts, il y a une femme et son petit frère, plus une autre maman. Et parmi les blessés, nous avons un couple handicapé. Le mari et la femme sont des handicapés, plus une autre femme blessée qui seront bientôt évacuées par l'hélico de la MONUSCO Goma pour des soins appropriés. Non, les terroristes, là, les rebelles, leur capacité de nuisance est sensiblement réduite et leur position importante et stratégique était déjà récupérée par le voyant militaire de ZFAD. Ce sont des hommes qui errent dans la nature, dans le brousse-là de Watalinga, qui viennent perpétrer ce genre de carnage. Ils sont venus, les 2 maisons qui ont été visitées sont des maisons qui se trouveraient à proximité de l'entrée de la grande forêt. Est-ce que les démarches sont en cours pour leur traquer? Non, aussitôt informés par la population qui collabore étroitement avec le voyant militaire de FARDC, ils se sont mis directement au travail. Au moment où nous vous parlons, il y a des opérations de grande envergure qui sont menées dans la direction où les assaillants se sont retranchés. Alors les FARDC sont à leur poursuite. Et que répondez-vous à l'opinion de Larry qui pense qu'avec des récurrents carnages, l'armée a défailli? Non, l'armée ne peut pas défaillir devant le rebelle de mauvais goût. Et surtout que ces rebelles utilisent pour le moment un mode opératoire qu'on appelle terrorisme. Alors les FARDC sont tentés de s'adapter à ces modes opératoires. Nous demandons à la population de garder toujours confiance et espoir. Et je pense que dans les jours qui suivent, ils seront totalement défiés et mis hors d'état de nuire. Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous ce soir Myrthe Ekouba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Alors il faudra le dire, on va continuer à vous appeler Miss jusqu'aujourd'hui évidemment de la province de l'Équateur et c'est le mois de décembre et c'est la sensibilisation contre la lutte contre le VIH/SIDA et vous êtes donc décidé de lancer également dans la sensibilisation contre cette maladie particulièrement dans votre province et vous avez donc échangé avec celle qu'on appelle communément des spécialistes du sexe. Oui, évidemment, ce sont des spécialistes du sexe, mais ressortissantes de ma province. Là, on était dans le quartier Pacadjuma. Vous savez, le sida est une réalité. Et beaucoup de gens, surtout les professionnels du sexe, pensent que le sida n'existe pas. C'était pour nous une occasion de sensibiliser les ressortissants de l'Équateur pour leur dire que la maladie existe, elle tue et on doit vraiment se protéger. Alors justement, dans quel état est-ce que vous l'avez trouvé lors de vos échanges? Elles étaient réceptives, indifférentes? Comment est-ce que vous avez trouvé votre échange? Est-ce qu'elles avaient l'air de vous donner justement toute leur attention? Oui, ça n'a pas été facile parce qu'on a fait un travail sur terrain
Ils ont compris que j'ai quitté l'Équateur pour eux. C'était vraiment important. Ça n'a pas été facile, mais elles ont compris le message. C'est ça l'essentiel. Alors, quelle est la grande difficulté, justement, concernant ce fléau, avec cet échange que vous avez eu avec elles, que vous avez trouvé au sein, dans votre partage avec elles? Moi, j'ai compris que ces prostituées ou ces vendeuses de sexe sont là pour... elles vivent dans un état vraiment critique. Je ne sais pas si vous avez suivi des images. Vous avez vu dans quelles conditions ces mamans, ces femmes vivent. Et ça n'a pas été facile. Et pour nous, c'est vraiment un défi. Un défi non seulement pour la Miss Équateur, un défi même pour le bourgmestre de la commune de Limité. Donc, il m'a encouragé également dans cette vision. Il a donné des moyens qu'il fallait pour informer ces mamans. Mais ça ne suffit pas. On doit vraiment se tenir main dans la main pour lutter contre ce fléau et pour mettre ces femmes pour rendre vraiment le quartier Pacadjouma un quartier vivable. Parce que ce n'est pas vivable. On les a justement en image, on vous voit justement en train d'échanger avec elle. Et est-ce que vous avez comme l'impression quand même que vous n'avez pas prêché pour votre propre chapelle, que votre message a bel et bien été entendu? Bien évidemment. Qu'est-ce qui vous convainc justement? Parce que j'ai échangé. Je vous ai dit que ces femmes m'ont confié leur secret intime. Vous voyez, une femme qui me dit par exemple, maman, regarde, moi je ne coûte que 1500 francs, 2000 francs. Mais ces messieurs qui viennent vers nous, quand on leur demande 2000 francs, on leur exige le préservatif, parfois ils refusent. Ils disent que tiens, je donnais mon argent, 2000 francs c'est beaucoup, je n'ai pas besoin de préservatif. Là, ça touche, ça choque. Et la population ou le gouvernement congolais ne peut pas regarder les choses comme ça. On doit vraiment tous mettre la main dans la pâte pour lutter contre ce fléau, parce que d'ici 2030, on doit avoir Pacadjouma sans VIH-Sida. Et celle avec qui vous avez échangé, l'âge varie à peu près entre quel âge? Entre 20 et 35. Entre 20 et 35, mais il y a eu quand même de mineurs. Je rencontrais également une jeune fille qui venait à peine d'arriver. Elle vient de Boende, elle m'a dit qu'elle n'avait que 15 ans et c'est son métier. Et qu'est-ce qui justifie, pour revenir un tout petit peu, justement, ce fléau dans cette partie de votre province? C'est la pauvreté, comment est-ce que vous l'expliquez, vous, personnellement? Moi, je pense que c'est la pauvreté, la médiocrité et le manque d'information, parce qu'il faut informer. Vous allez informer, mais on informe plus dans les médias. Mais ces mamans, parfois, elles n'ont même pas de télévision, elles n'ont même pas de poste de radio. C'est difficile, il faut faire un travail sur terrain. Donc, c'était difficile, mais moi, je pense qu'il faut faire un travail sur terrain pour mieux informer, pour que ces mamans ou ces jeunes femmes comprennent que le VIH, vraiment, SIDA existe. Alors, vous avez posé une sensibilisation. Dernière question, quelle est la suite, justement, de votre démarche déjà entamée avec ces femmes? Ce n'était qu'une introduction. Je ne suis pas seule. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait le bourgmestre qui me soutenait, mais pas seulement le bourgmestre, il y a également l'ONU-SIDA qui a vraiment accepté cette vision. Et je pense que d'ici le 5, on fera un travail ensemble avec nos partenaires comme l'ONU-SIDA. Merci. Je rappelle donc que vous êtes Myrte Ekouba et que vous êtes donc lancé dans la sensibilisation contre le VIH-Sida auprès des professionnels du sexe de Pacadjouma dans votre province de l'Équateur. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Je devais dire que elles viennent de l'Équateur, mais elles vivent à Limité. Pacadjouma, c'est un quartier de la commune de Limité. Merci pour cette précision. C'était l'invité du journal. Et nous allons nous séparer en beauté avec ce concert de l'artiste musicienne Alexia. Un concert, il faudra le dire, qui a été tout feu, tout flamme. Soirée inoubliable samedi dans ce beau cadre de l'hôtel Vintage à ma campagne. La particularité, le spectacle proposé par Alexia Waku et Fabrice Wango. Le plaisir des oreilles l'ont porté sur celui des yeux avec des sons nostalgiques, afro-jazz et bien d'autres. Mais c'était génial, comme d'habitude. Bon, je suis régulièrement Alexia Waku et j'étais ravie de rencontrer Fabrice qui chante aussi très très bien. Alexia Waku, c'est un produit de haute qualité. Fabrice Wonga, qui vient de Londres, comme vous le savez, c'est aussi un produit de haute qualité. Nous attendons tant d'autres qui viendraient pour s'ajouter sur la liste.
Fabrice Wango, surnommé Mr Love, après avoir balancé en douceur des chants d'amour et électrisé la salle. Bon, moi je représente Love, Congo Love, et je chante des chansons d'amour, des chansons douces, mais comme tu as vu, je peux aussi danser avec Kitoko. Bon, c'est une chanson que je vais sortir l'année prochaine. Distinguée par son style jazz coloré en rouge, l'Afro-Jazz Ladies évoque le Congo par son look fleuri. C'est mon tempérament, c'est vrai que j'ai un tempérament de feu en général. Donc quand je suis sur scène, je suis dans un autre univers.